Alors, je suis Salima El Manjra, je suis architecte de formation et j'enseigne actuellement dans une école d'architecture. Alors, à la question de savoir qui je suis, je dois dire que j'aurais plutôt envie de répondre que je suis le fruit de mes interactions plurielles, parce que je suis à la fois, je me sens à la fois, et je suis à la fois un être humain, je suis architecte, je suis enseignante, je suis amatrice d'art contemporain, j'adore la littérature, je suis auteure, je suis mère, voilà, mais je suis tout ça à temps partiel, je ne suis pas uniquement ça. Et donc, je pense aussi que je me sens très irriguée par l'ensemble de ces facettes et par les interactions qu'on peut avoir entre ces facettes. Alors, ça peut sembler comme ça très, très évident, mais en fait, je suis arrivée à ça parce qu'il y a une vingtaine d'années, alors je travaillais dans une institution bancaire, j'ai eu une promotion, alors j'avais une trentaine d'années, j'ai eu une promotion professionnelle, voilà, extrêmement valorisante. Mais je me sentais très mal à l'aise. Alors autant vu de l'extérieur j'avais l'image de la réussite parfaite, autant je ne me sentais pas du tout épanouie et j'ai ressenti le besoin de prendre une année, nous avons décidé ça avec mon conjoint, de prendre une année, on avait le droit à une année de mise en disponibilité pour réfléchir justement à voilà, ce que j'avais envie de faire. J'avais fait des études, je voulais réussir professionnellement, voilà, j'y étais, puis non. Et pendant cette année-là, enfin celle que j'ai reconduit, mais pendant cette période intermédiaire, c'était très compliqué parce que quand on me demandait qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, ben, je répondais, j'avais du mal parce que je ne savais pas, au présent je ne savais pas décliner mon identité. Et je me définissais par rapport à mon activité professionnelle passée, quand j'étais à la banque, et puis avec quelque chose d'hypothétique au futur. Mais j'étais en même temps très gênée par cette impossibilité de me définir au présent, d'autant plus qu'après on me réduisait très rapidement à femme au foyer, avec quelque chose de soi, avec des remarques qui étaient soit du genre bah, écoutez, c'est regrettable si à chaque fois qu'une femme a une promotion professionnelle, elle reste à la maison, bah, c'est pas comme ça que la condition féminine avancera, ou alors, ah oui, mais c'est très bien justement que des femmes comme vous se rendent compte que la maternité c'est important. Et je me sentais enfermée là-dedans, et avec cette volonté de vouloir justement me détacher de ces assignations, de cette façon qu'on avait de me représenter, mais en même temps avec un réel malaise sur qui j'étais. Donc, bon, après, je suis devenue enseignante et ma quête était justement de me trouver ma propre identité. Puis après, au fil des temps, mais ça, il faut de l'expérience et du temps, je me suis rendu compte que je n'étais pas réductible. J'étais effectivement à temps partiel tout ça, mais que je n'étais pas la somme de tous ces temps partiels. Je n'étais pas le cumul de tout ça. Et je pense que ma réflexion, je suis convaincue que ce que je suis, c'est vraiment l'interaction de toutes ces identités-là qui me parcourent et qui construisent aussi ma réflexion et la façon dont je vois le monde et je suis présente au monde. Donc voilà, ça a quand même été une très très grande richesse de pouvoir non plus se cantonner à la nécessité d'être, mais d'être plutôt à géométrie variable, sans être schizophrène quelque part. Donc voilà, c'est un peu long, mais c'est un peu ma façon réellement de me ressentir et aujourd'hui de me décliner. Alors parcours, je suis née à Paris, où j'ai grandi dans un milieu aisé. Alors, je ne peux pas dire que j'ai réellement souffert. Alors, j'ai grandi à Paris, je suis rentrée, j'avais 27 ans quand j'ai terminé mes études. Pendant mon adolescence, on a vécu 3 ans au Maroc et j'ai eu une éducation assez conservatrice. Mes parents étaient tolérants, mais quand même assez conservateurs. Et en même temps, une éducation assez marocaine. J'ai pas reçu une éducation spécialement très occidentalisée. J'étais dans une institution privée, donc tout ça a été très canalisé quand même. Ce qui ne veut pas dire que je ne sois pas imprégnée par la France, mais disons que ce n'est pas grandir en France et rentrer étrangère au Maroc, hein. C'est plus compliqué que ça. Alors maintenant, en termes d'oppression, je ne peux pas dire que j'ai souffert de racisme ou de choses comme ça, mais il y avait toujours j'ai grandi avec cette altérité. Alors j'étais dans une école où j'étais la petite Salima. Alors les Aude, Claire et Valérie n'étaient ni petites ni grandes.
hein. Mais moi, j'étais la petite Salima. Il y a une année où j'avais eu un prof d'histoire géo qui, à chaque fois qu'on évoquait la question des immigrés, se sentait obligé de s'excuser auprès de moi pour me dire excusez-nous Salima, nous ne parlons pas de vous, bien entendu. Ou alors on me disait c'est quand même surprenant, on ne dirait pas du tout que vous êtes une Marocaine. Et ça c'était un compliment, hein, bien sûr, ça va sans dire. Mais alors voilà, c'était des petites choses comme ça. Quelque chose de plus grave, je pense, je visite chez le gynécologue à 18 ans qui me dit ah, vous n'êtes pas mariés, mais vous les Arabes normalement, on se marie tôt normalement chez les Arabes. Donc voilà, des petites choses comme ça où ayant un français qui était celui avec lequel je m'adresse à vous, voilà, bon, je veux dire, il y avait des petites choses où les gens n'avaient pas du tout le sentiment de mal faire, mais qui, moi, m'ont bousculé, m'ont réellement bousculé et m'ont fait très vite me rendre compte de cette question d'identité, mais à un niveau très personnel. C'est pas du tout quelque chose que j'ai vécu par rapport à une communauté, parce qu'en plus nous ne fréquentions pas beaucoup de Marocains, mais vraiment c'était quelque chose qui était très individuel, que j'ai ressenti comme ça et qui m'a façonné, d'autant plus que quand je suis rentrée au Maroc, c'était aussi la même chose. Ah ben toi t'as grandi en France, ah ben toi t'es que voilà. Et donc il y a cette altérité qui fait qu'encore une fois, un petit peu, et c'est sans doute pour ça que mon expérience précédente dont je parlais, professionnelle, a résonné, il y avait cette façon dont on vous enfermait dans la façon de vous regarder, et puis pour moi une volonté de me détacher justement de ça. Et je pense que ça a été, dans votre question, vous avez la question des privilèges, je ressens ça comme un privilège, parce que je pense que toutes ces bousculades m'ont d'abord libérée du regard de l'autre, et m'ont amené à défaut pouvoir satisfaire les autres, petit à petit à m'interroger plus, à tourner mon regard vers moi-même et de me dire, toi, en tant que personne, qu'est-ce que tu as envie d'être ? Et justement, après, à m'amener à essayer d'être toujours dans une forme d'adéquation entre ce que je pensais et ce que je faisais. Et c'est vraiment de la chose la plus, de l'infiniment petit à la chose la plus importante, voilà. Et je ressens maintenant ça, évidemment, hein, c'est avec l'âge et avec le... Mais je ressens ça vraiment comme quelque chose de... Voilà, comme quelque chose de... un cadeau de la vie, et non pas comme quelque chose qui, même si ça n'a pas toujours été vécu de façon très agréable, et que ce n'est pas toujours agréable d'être dans l'altérité permanente et d'être dans une obligation de réactivité qui définit l'être, mais je pense que ça prépare aussi au vécu qu'on peut avoir aujourd'hui au quotidien par rapport aux grandes et petites questions. Voilà. Alors je dirais que je parle aujourd'hui du Maroc, où je vis dans des conditions, voilà, actuellement dans d'excellentes conditions, hein, au regard des conditions de vie en moyenne. Et en ce qui concerne mes engagements, je suis engagée dans le cadre de mon enseignement, qui c'est pas juste un métier, c'est vraiment quelque chose qui est une partie intégrante de mon existence et de ma façon d'être, donc c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai été membre, je suis plus de façon aussi active, mais j'ai été une membre active d'une association de lutte contre la corruption, Transparency Maroc. Je fais partie de groupes de recherche, notamment un groupe de recherche pluridisciplinaire où nous réfléchissons chacun par rapport à nos sensibilités et nos disciplines, j'insiste sur sensibilité aussi, sur des questions de société. Nous avons travaillé sur la question du vivre ensemble, là nous travaillons sur la question de la sécularisation. Et je suis également assez active sur le plan culturel, à la fois où je vais intervenir de façon beaucoup plus ponctuelle, mais sur des projets qui vont avoir trait autant à la littérature, à l'art contemporain, à la question du genre ou à l'espace, bien évidemment, en tant qu'architecte. Alors à qui je m'adresse? Eh bien, à ceux qui me sollicitent d'abord, et puis aux auditoires qui me sont imposés dans le cadre professionnel ou dans les autres activités que je peux avoir annexes, et puis je dirais surtout à moi-même. Alors ça n'a rien d'égocentrique, mais je pense que, je suis convaincue que si on ne peut pas faire avancer les choses de façon globale, qu'on participe à la dégradation de la situation
justement par notre passivité. Donc j'essaye d'être très vigilante par rapport à ça. Et je suis aussi vigilante par rapport à un certain nombre d'aspects. C'est-à-dire que je pense que la pensée, enfin moi ce qui m'intéresse c'est de faire évoluer ma pensée. Et qu'il s'agit de résister à un sentiment de savoir, c'est-à-dire celui de se dire je sais, je connais la situation, donc de rester dans une certaine vigilance d'observation par rapport à ce qui évolue. Une certaine vigilance aussi par rapport à une définition de la liberté qui s'inscrit au fil du temps en nous et qui peut ne pas être le souhait de tous et qui n'est pas universel et voulu par tous de la même façon. Donc il y a aussi dans la façon d'écouter l'autre dans sa propre définition une vigilance à avoir. Une vigilance aussi par rapport à l'usure du temps. Par rapport à qui au quotidien fait qu'à un moment on se dit ça va quoi, on est lassé et on s'inscrit dans une forme de réflexion qui serait entendue et qu'on a déjà. Et donc il s'agit aussi d'être résistant par rapport à sa propre capacité de penser aussi et de s'inscrire dans une réflexion qui serait aboutie une fois pour toutes avec des convictions qui seraient voilà. Donc ça il me semble que pour moi c'est très très important, d'autant plus que j'essaye d'être toujours au plus près de mes convictions qui évoluent avec le temps aussi bien évidemment et avec le contexte. Maintenant, si je ne travaille pas sous la forme d'un militantisme actif, ça ne veut pas dire que je travaille dans le silence. Je partage dès que l'occasion m'en est donnée, bien évidemment. J'essaye de pouvoir à chaque fois faire ce que je pense comme je l'entends. Ce qui n'est pas toujours facile pour ne pas s'inscrire dans une réactivité permanente, donc d'être d'éviter d'être dans l'action-réaction, mais sans jamais se trahir. Et il n'y a pas que les grandes causes, c'est des choses au quotidien qui vont s'inscrire. Il me semble qu'à l'époque qui est la nôtre, la norme est de plus en plus rigide et que quand la différence est de plus en plus qualifiée comme de l'insubordination. Et donc il me semble essentiel de vraiment inscrire en soi cette liberté de chacun, d'être ce qu'il est intellectuellement et sexuellement, mais ça veut dire aussi se donner la possibilité de pouvoir savoir qui on est. Donc de ce point de vue-là, il me semble que c'est une question essentielle qui traverse notre temps et qui est de toute manière au cœur de mes préoccupations. Alors d'une façon moins générale, je ne m'inscris pas dans une mouvance particulière féministe, dans le sens où dès qu'on a dit ce mot, presque ce gros mot, il faut tout de suite dire, tout de suite le qualifier. Est-ce qu'on serait féministe islamiste, féministe occidentalisée, donc il y a tout de suite une connotation culturelle qui est quand même très très forte, post-féministe, féministe post-coloniale, voilà. Donc on rentre après des justifications, des définitions, des atténuations, des nuances qui font qu'on oublie ce pourquoi on est en train de débattre. Donc je ne m'inscris pas, je ne m'inscris pas dans une assignation particulière par rapport à ça. Par contre, je m'en sens très proche parce que dans notre société, cette démarcation entre le masculin et le féminin est une véritable question. Et donc, il me semble très important de combattre dans le cadre de cette pensée. Donc, par rapport à ça, évidemment, je suis pour l'égalité des droits, bien évidemment. Maintenant, indépendamment de ça, je pense que il reste tout un travail à accomplir sur le plan social, parce que si les droits n'avancent pas, ce n'est pas uniquement de la faute entre guillemets du législateur, mais je pense que la société n'est pas toujours convaincue de la nécessité de faire avancer ses droits. Et donc, je ne parle pas que et par rapport à ça, je ne parle pas du tout que des hommes ou des conservateurs. Pour ma part, je me suis sentie autant agressée sur ces questions-là par les femmes que par les hommes. Et si effectivement, et je pense qu'il y a tout un travail à mener auprès des femmes à cause de ça, et si effectivement les hommes s'arrogent un pouvoir sur le droit des femmes, il ne faut pas penser que les femmes ne sont que des pauvres victimes qui subissent. Elles sont largement, à mon sens, responsables d'un certain nombre d'inégalités, puis surtout de l'évolution des mentalités actuelles. Donc on peut prendre quelques exemples. Je prendrai celui de la mère, qui me semble dans nos sociétés assez
enfin assez fort. Alors le rapport des femmes au corps est à mon sens tout aussi inquisiteur que celui des hommes, que ce soit au passage pour leurs filles autant que pour les femmes qu'elles peuvent côtoyer. Et il y a dans ça une forme de harcèlement. Les mères possèdent le corps de leurs filles et qui doit toujours, alors qui au départ c'est un corps qui est valorisé, on va valoriser la coquetterie parce que cette identification très sexuée dès le départ, une petite fille est une petite fille, donc on va être dans la coquetterie, dans la survalorisation de son côté féminin, mais à travers le vêtement, à travers, on va dans certaines circonstances la maquiller, la dénuder, c'est un petit peu comme si tout ce que la mère ne pouvait pas se permettre, elle se le permettait à travers le corps de sa fille. Et puis à partir d'un certain moment, il y a un revirement de la situation qui est très rapide, qui n'est pas celui de l'âge de la puberté, qui est vers 6-7 ans, où il y a un revirement de situation et où tout ce qui était toléré devient interdit puisque le corps doit être occulté. Voilà, ce qui était toléré devient de l'exhibition. Voilà, et donc il y a quand même dans la construction pour la petite fille de son rapport à sa féminité, à son corps, quelque chose qui devient presque schizophrène, puisqu'il y a quand même un souvenir par rapport à ça où on était une petite poupée et l'objet de toutes les séductions, parce qu'il y a aussi tout l'accompagnement, on va aller embrasser son papa d'une certaine manière, on va avoir un rapport avec tous les oncles et tous les cousins qui vont se faire d'une certaine manière, puis du jour au lendemain il y a un interdit, et l'interdit passe par le corps. Donc il y a quelque chose de, le passage du licite à l'illicite, quelque chose qu'on ne s'explique pas, si ce n'est par la nécessité de pudeur et par l'éducation et par ce que doit être une fille. Donc la petite fille n'est pas la fille. Et donc il y a quelque chose dans la construction qui mérite d'être interrogé par rapport à ça, parce que du jour au lendemain, le corps est diabolisé. Et la fille, non seulement il est diabolisé, mais il va se matérialiser à travers la virginité, qui est la propriété de la mère, enfin de la famille, mais principalement, c'est quelque chose qui devient un gage de bonne éducation. Et tout le corps de la fille va se résumer à cette dimension-là aussi. Alors, parallèlement à ça, les mères vont aussi véhiculer une idée qui est la suivante, qui est par rapport aux garçons, que les garçons sont un peu, on va les infantiliser dans le sens où ils ne peuvent pas contrôler les pauvres leur sexualité. Et donc, d'un côté, oui, ça infantilise les garçons, mais ça responsabilise les filles. Soit dit en passant, les garçons seraient les seuls à avoir des besoins primitifs, cela va sans dire. Mais les filles n'auraient aucun besoin et aucun désir. Donc il y a cette image qui est à la fois celle du garçon qui ne peut pas se contrôler, et donc finalement d'une surresponsabilité de la fille. Parce que si la fille doit aussi cacher son corps et avoir une certaine réserve et une certaine pudeur, c'est parce que le pauvre garçon ne peut pas se protéger. Mais ça met la responsabilité sur la fille, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est la fille qui est responsable puisqu'elle a provoqué le garçon qui, le pauvre, ne peut pas se contrôler. Donc il y a quelque chose de très insidieux qui se met en place dans un rapport au corps, un rapport à la sexualité, et à la fois une surinfantilisation et une surresponsabilisation qui rend le corps non seulement c'est le poids du corps, et la sexualité tout de suite c'est tout de suite un tabou, c'est tout de suite il y a une honte de la sexualité et un rapport au corps qui est non seulement celui de la honte mais celui du danger pour les filles. Donc à partir de là, il y a toute une réflexion qui interroge, parce que l'âge moyen du mariage pour les filles en milieu urbain est à peu près de 28 ans, et avant le mariage, il y a des relations sexuelles, mais elles vont se faire de façon assez difficile, d'abord sans ce que j'appelle les effets secondaires, c'est-à-dire ne pas perdre la virginité, premier élément, puis ne pas tomber enceinte aussi. Parce que tout ça se fait quand même de façon restrictive. Donc c'est une sexualité restrictive, tout en sachant qu'on ne va pas chez le gynécologue très facilement. Les femmes iront chez le gynécologue quand elles voudront avoir un enfant.
enfin, ou en tombant enceinte, mais on ne va pas chez le gynécologue, on ne va pas visiter cette zone-là, donc ni chez le gynécologue, ni autrement. Donc déjà, ça donne un rapport à la sexualité qui est assez restrictif. Et restrictif non pas par choix, mais restrictif parce que voilà, il y a des zones interdites et donc voilà. Par rapport à ça, cette idée aussi inconsciente chez la fille que de toute manière il n'y a pas de désir et même si elle en a dans la façon dont la sexualité sera la relation sexuelle sera mise en place, c'est d'abord on le fait aussi parce que sinon de toute manière le mec partira, donc voilà, c'est un besoin qu'il doit avoir. Ça se fait aussi dans des conditions assez difficiles parce qu'il y a des risques de poursuite pénale puisqu'on ne peut pas avoir de relations sexuelles hors mariage, donc il y a cet interdit qui est quand même là, qui du fait du reste ne peut pas être juste un fruit défendu, il n'y a pas l'appât du fruit défendu, il y a vraiment voilà, tous ces interdits qui se grèvent là-dessus, et les jeunes restent souvent chez leurs parents jusqu'à l'âge du mariage, ce qui fait qu'en plus ça se fait dans des conditions d'intimité assez précaires, donc on n'est pas du tout dans des relations qui peuvent se faire de façon épanouie, c'est des instants volés, des instants violés aussi, mais violés de part et d'autre, parce que il ne va pas y avoir de réflexion sur la sexualité, il ne va pas y avoir un apprentissage de la sexualité, il ne va pas y avoir un rapport au corps de l'autre qui est un rapport qui est vierge, entre guillemets, de tout stéréotype. Et donc même dans ce respect mutuel ou dans cette écoute mutuelle ou dans cette puissance sur l'autre, enfin, tout ce qu'on peut avoir dans une relation sexuelle n'est pas du tout pensé. Il y a quelque chose qui va être, enfin au départ, qui fait que même l'évolution de la sexualité au fil du temps, tout cet apprentissage qui va se faire, cette façon de définir ses désirs, ses besoins, ses pulsions, de les retenir, de les accepter, de les accueillir, toute cette phase-là n'existe pas. Et je parle même pas d'une sexualité qui ne serait pas, hétéro. Puisque même pour l'homosexualité, c'est encore plus difficile pour une fille, mais parce que de toute manière, n'étant pas spécialement dans le désir, le dégoût de l'homme peut arriver, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui n'ont pas de libido, enfin qui n'ont pas du tout envie de faire ça avec un mec, mais en même temps c'est le devoir conjugal, donc elles ne se posent pas la question de savoir si elles seraient ou pas. Si elles auraient ou pas une autre forme de sexualité. Donc il y a vraiment quelque chose dans cette façon de limiter le corps, dans cette sexualité restrictive qui va jusqu'à la définition même de l'identité sexuelle qu'on pourrait avoir. Parce qu'on brave tellement d'interdits que on va pas, voilà, il y a une limite à tout ce qu'on peut se tolérer dans ces interdits-là. Donc tout ça fait que tant que la sexualité sera des moments volés, sera dérobée, elle sera omniprésente dans les esprits, ça c'est clair, et de façon cette obsession sera frustrante et puis aussi diabolisée, donc ça fait un rapport au corps de l'autre qui est aussi extrêmement difficile. Alors maintenant, vu tout ça, on peut se poser la question de savoir si la sexualité n'est pas vécue avec un éveil au désir, avec la jouissance, avec le plaisir, le déplaisir, l'absence de plaisir, la revendication du plaisir, etc. Comment les femmes peuvent la revendiquer. Et surtout, comment la société pourrait œuvrer à la dépénalisation de la sexualité. Donc on voit bien comment est-ce que c'est pas tant de dépénaliser la sexualité en tant que telle. Alors on met souvent en avant la question de la paternité, le danger de la paternité. À l'ère de l'ADN, c'est un peu ridicule. Et c'est beaucoup plus insidieux que ça et beaucoup plus finalement inconscient que ça. Mais on a construit entre guillemets, une sexualité frustrante, ratée. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde, mais avec quel effort et la sexualité, tant que la sexualité n'est pas vue dans le cadre d'une sorte de partenariat, si je peux dire les choses comme ça, quel que soit le sexe avec lequel on peut le sexe de l'autre, du partenaire, ça ne peut donner qu'une diabolisation de la question de la sexualité, une diabolisation du rapport au corps et une survictimisation à la fois des hommes et des femmes. Parce que chacun est réduit à son rôle primitif de l'homme et donc qui doit être à la hauteur et d'assujettissement pour la femme, qu'elle en ait envie ou pas. Donc
toute la société est perdante par rapport à ça, mais c'est sûr qu'il faudrait pouvoir identifier ses besoins de façon assez claire aussi. Alors, on peut parler aussi d'un autre exemple, qui est celui du rôle de la mère, qui peut être aussi dans le côté maternisant, dans le sens où c'est aussi là, pour le coup, si l'homme est dans une surpuissance par rapport à ses instincts, là, la surpuissance de la femme est celle de la maternité, qui est caractérisée comme évidemment strictement féminine, et on en veut pour preuve l'instinct maternel. Alors à partir de là, on a en plus plein d'expressions où les femmes ressentent, voilà, elles ont pressenti, elles ont senti, etc. Évidemment, les hommes ne ressentent rien de tout ça, et donc ça donne encore plus de véracité à cet instinct maternel qui serait là, et qui au passage culpabilise beaucoup de femmes qui n'ont pas l'instinct maternel quand elles ont un espèce de truc qui leur sort du corps, qui est un bébé, qu'elles se disent là j'en ai pris à perpétuité et je fais quoi? Mais il n'y a même pas cette possibilité aussi par rapport à la maternité de pouvoir développer, de se légitimer à soi-même cette possibilité de pouvoir évoquer cette question-là. Parce que si on n'a pas l'instinct maternel, c'est qu'on est handicapé, c'est qu'il nous manque quelque chose. Donc il y a aussi dans ça et dans ce rapport à l'enfant et dans le rapport à l'enfant, à l'éducation, à sa place dans la relation par rapport à l'autre, parce que c'est son enfant mais on est aussi sa mère, par rapport au conjoint, par rapport au père, il y a tout ça. Tout ça rend aussi un peu compliqué cette identification à laquelle on est tout de suite assigné si on ne le vit pas de cette façon-là. Et on ne peut pas tout passer sur le baby blues qui serait une question hormonale. C'est des questions après qui ressurgissent. Et quand on voit le rapport des mères avec leurs enfants en termes d'adolescents, quand ils deviennent adolescents, les rapports qui sont difficiles, ce n'est pas qu'un conflit de génération. C'est des choses qui sont vraiment liées à quelle place tu me donnes dans ta vie, quelle place je te tolère, quelle est ton importance, quelle est mon importance, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je ne ressens pas. Et la difficulté de pouvoir exprimer aussi un certain nombre de choses, que ce soit l'amour, que ce soit la colère, que ce soit la lassitude, que ce soit, enfin, voilà, toute cette responsabilité qui nous incombe du jour au lendemain, alors qu'on n'est pas toujours prête pour ça. Et qu'on n'a pas décidé aussi d'être mère, parce qu'on est dans une société où il est évident que la sexualité n'est possible que si on se marie, et il n'est pas question d'avoir des enfants si on n'est pas marié. Donc on va être aussi dans quelque chose qui va être dans une injonction de devenir mère, et on a l'impression que c'est naturel, puis quand on a un bébé dans les mains, c'est pas si naturel que ça. Alors c'est rendu en plus d'autant plus naturel que les hommes, le père est complètement écarté, surtout les premiers mois. On ne change pas les couches d'un enfant, il serait incapable de toute manière de les faire, il ne saura pas faire. Et donc il y a quelque chose de l'ordre qui n'est pas juste dans la question de l'égalité des tâches, du rôle du père, quelque chose qui est beaucoup plus en amont, sur une idée qui surmaternise la féminité et puis par ailleurs survirilise l'homme, parce qu'on y verrait quelque chose aussi d'une diminution de son pouvoir, mais en même temps c'est aussi une manière de lui prendre une partie de son pouvoir. Tu es super puissant sur un certain nombre de choses, mais là tu dégages, c'est pas une histoire de mec, c'est une histoire de femme. Et c'est des questions qui vont aussi très loin, parce que dans le cadre de séparation par exemple, ou quand le père devient veuf, ou quand il y a une sorte de prise de contrôle des enfants, comme si de toute manière lui tout seul il ne pourra pas s'en occuper, c'est pas possible. Et donc il y a quand même quelque chose dans ce rapport aussi du père qui se construit par rapport aux enfants. Alors il pourra accompagner les enfants, les ramener, etc. Mais il y a ce lien viscéral. Mais je ne parle pas de l'instinct maternel, là je parle de cette façon d'aimer ses enfants et de construire sa relation à l'enfant qui va tout de suite être complètement biaisée par ça. Et là encore, c'est vraiment une question qui va faire que en termes de droit, eh bien, la question des congés de paternité, par exemple, n'est pas une question. Parce que, qui permettrait en fait une égalité des hommes et des femmes dans une évolution de carrière, n'est pas du tout une question, parce que c'est pas la question de la répartition des tâches, mais ça passerait par une modification des représentations. Et donc il y aurait un affaiblissement de l'homme, et puis en même temps, la femme qui serait dans l'espace
enfin, qui perdrait aussi de son pouvoir dans son propre espace. Donc il y a quelque chose qui se joue dans la question des représentations qui va bien au-delà de la question de tu fais la vaisselle et je fais le ménage, quoi. C'est pas du tout ça. Et tant qu'on parle des pourcentages, voilà, des heures que les femmes passent à ça et que les femmes ne peuvent pas progresser là, etc., ben on n'avancera nulle part. Et je le vois même par rapport à ma profession, par rapport aux étudiants que l'on forme. Ben les étudiantes, le 3/4 du temps, préfèrent travailler en administration. Elles auront leur congé de maternité, et les garçons seront plus souvent dans les cabinets ou sur les chantiers. Mais ça pose fondamentalement aussi la question de la formation, parce qu'on forme des architectes pour qu'ils travaillent sur le terrain. Alors évidemment qu'on a besoin d'architectes dans les agences urbaines, mais la configuration, c'est celle de se dire, je travaille dans l'administration ou dans l'enseignement aussi, parce que voilà, ça me laisse du temps, mais ce n'est pas des choix de vie. Il y a des gens qui pourraient se dire, oui, moi j'ai plutôt envie de travailler dans une agence urbaine, ça ne m'intéresse pas, mais ça serait un choix. Mais là, c'est plus par l'image qu'on a, la représentation qu'on se fait du rôle de la future mère. Et donc voilà, c'est des choses quand même qui sont très ancrées et qui montrent bien à travers, enfin c'était des exemples, mais qui montrent bien que la question n'est pas tant la faute du législateur, comme je le disais tout à l'heure, et puis que les cadres de réflexion ne sont pas dans quelque chose de binaire comme ça, entre une opposition, entre des rétrogrades conservatrices et des femmes modernes, occidentalisées, émancipées, qui voilà, c'est des choses qui vont bien au-delà et qui n'apparaissent pas dans la façon aussi dont on peut parler de toutes ces questions-là. Parce que ces questions-là sont totalement évincées et que on va avancer des chiffres, on va avancer des progressions de carrière, on va avancer des faits, alors que les choses sont beaucoup plus atténuées. Enfin, les véritables questions sont complètement atténuées, parce qu'on ne se les pose pas, et je pense que les femmes elles-mêmes, c'est pas je pense, elles n'en sont pas elles-mêmes conscientes. Et elles sont les premières à revendiquer cette question, par exemple, du rôle de l'instinct maternel. C'est vraiment quelque chose qu'elles revendiquent, mais même les plus, celles qui se disent, voilà, quand je dis il n'y a rien de peut-être pas des choses aussi naturelles que ça, et voilà, ça c'est vraiment des choses qui ressortent très 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 fortement. Alors la mise en pratique de mes engagements consiste d'abord à ne pas m'enfermer dans mes convictions et surtout de ne pas m'y laisser enfermer, c'est la première chose. Et je dirais que c'est vraiment quelque chose, je reviens parce que je le répète beaucoup, mais c'est vraiment une partie intégrante de la constitution de ma pensée. C'est vraiment au quotidien que j'essaye de conserver une certaine vigilance et réactivité. Je ne sépare pas l'intellect de la vie quotidienne. Et ce qui a pu construire petit à petit la façon dont je peux réagir, parce que ma pensée n'est faite que de ça, c'est vraiment toutes ces petites choses qui le font. Donc ce que je propose, c'est peut-être de voir comment, sans trop être trop longue, on ne va pas passer 3 jours là-dessus, mais disons comment est-ce que des toutes petites choses, des petits détails m'ont amené à chaque fois à me repositionner, à m'interroger, et comment est-ce que toutes ces facettes finalement, comme je le disais tout à l'heure, s'irriguent. Alors d'abord, s'irrigue par rapport évidemment à la problématique et enfin, à la question que vous posez et que moi je me pose, que signifie être présente au monde. Alors je dis présente au monde aujourd'hui en tant qu'être tel que je suis. Donc au quotidien, je vais commencer par peut-être des choses qui peuvent paraître très anecdotiques. Je vais commencer par mes cheveux blancs, physiquement. Quand j'ai commencé à avoir des cheveux blancs, j'ai pris la décision de ne pas les toucher. Donc question très personnelle, c'est très intime, les cheveux, je veux dire, on n'a pas à parler de ça. Mais j'ai été extrêmement, alors là pour le coup, agressée jusqu'à maintenant. Alors j'ai des cheveux blancs depuis à peu près, ça doit faire 7-8 ans, par les femmes. Mais tu vas pas te teindre les cheveux, mais tu sais, ça donne un air négligé. Puis à partir d'un certain âge, il faut quand même prendre soin de soi. Alors quand on voyait que ça n'avait aucun effet sur moi, c'était non mais tu sais, ton mari il va partir avec une plus jeune. Et donc cette façon d'être réduite à mes cheveux blancs et à ce côté finalement image
objet sexuel. Enfin, je veux dire, si après tant d'années avec mon mari, j'en suis réduite à ce qu'il voilà, qui décide d'aller vivre avec une autre femme parce que sa femme a les cheveux blancs, c'est qu'on n'a peut-être pas construit grand-chose, quoi. Enfin, je trouve ça assez pathétique dans le genre. Mais enfin, bon, voilà. Et maintenant, mais ça ne t'est toujours pas passé. Alors, comme il se trouve que j'ai aussi 2 trous ici, on trouve ça aussi assez anachronique. Tu ne peux pas avoir les cheveux blancs et garder tes boucles. Je veux dire, tu choisis. Les cheveux blancs, ça fait vieille dame. Donc, soit tu adoptes un look vieille dame. Et les gens ne se rendent pas compte du côté très inquisiteur de ça. Donc, on peut le prendre en rigolant, mais c'est le droit que se donnent les femmes, parce que les hommes ne me diront jamais rien là-dessus, mais parce que ça les met aussi mal à l'aise, parce que ça place par rapport à l'âge, par rapport à ce qu'on est, par rapport à l'image de soi, et que je ne considère pas que je suis plus vieille parce que j'ai les cheveux blancs, et je ne pense pas que si je vais me teindre les cheveux, ça changera quelque chose à ce que je suis. Mais c'est très difficile de le faire comprendre. Et si au début je réagissais en étant un petit peu, voilà, ça m'énervait, maintenant ça m'amuse, mais en même temps c'est très révélateur de ce rapport, voilà, de ce rapport à l'image, qui est quelque chose de très, qui n'est pas propre à la société marocaine, hein, qui est propre au monde dans lequel nous vivons. Mais voilà, il y a quelque chose quand même où les gens réagissent parce que c'est quelque chose d'intime en eux qui est bousculé. C'est pas juste une critique superficielle. Alors, pour rester dans le même domaine, il y a aussi la question du vêtement. Dans les années 60, ici, le pantalon a constitué un acte aimant. Enfin voilà, c'était quelque chose, il y avait quelque chose de l'ordre de l'émancipation à porter le pantalon. Et à partir des années 80, avec le début des courants islamistes, eh bien, le pantalon est devenu un vêtement qui permettait de neutraliser le corps. Et petit à petit, on voyait les tuniques s'allonger, les bras se couvrir, les bustes aussi se couvrir. Et tout ça a fait que petit à petit, il y a eu une sorte de neutralisation du corps et que porter une jupe, c'était dénuder ses jambes. C'est-à-dire que la façon de le voir, dans son interprétation, était différente. Et petit à petit, je me suis rendu compte que le vêtement devenait un acte militant, de la même façon que se couvrir signifiait quelque chose. Non pas se découvrir, mais s'habiller tel qu'on le souhaitait, était aussi un acte militant. Alors, il y a une anecdote, c'est avec un collègue, ça s'est produit il y a à peu près 2 ans, mais bon, c'était l'été, il était venu en Bermuda, moi j'étais en jupe, et puis il me dit... il fait chaud, tu t'es mise en jupe. J'ai dit, oui, comme toi. Et il était très gêné. Et j'avais une collègue à côté qui me dit, ouais, tu sais, la société, elle n'est pas encore prête pour ça. Je dis, mais écoute, moi, si. Je veux dire, comment ça, la société n'est pas prête? Pourquoi aller voir du dénuement là où ça... Voilà. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je parlais des femmes qui ont un rapport au corps des femmes qui est réel. C'est vrai que quand je vais porter une chemise, elle va être ouverte jusque-là. Alors, j'ai pas une poitrine débordante, hein, mais elles vont se sentir obligées de refermer un bouton. Et pour moi, c'est une quand je vous disais tout à l'heure agression, il y a vraiment agression. Personne n'a à me toucher. Donc il va y avoir des remarques qui sont là-dessus et s'habiller devient un acte militant. Et il me semble aussi important par rapport aux étudiants de montrer qu'il n'y a pas 2 catégories de femmes, mais qu'on peut être femme de différentes manières et que j'ai envie de me mettre en pantalon, je me mettrai en pantalon, j'ai envie de me mettre en jupe, je veux me mettre en jupe et il n'y a pas de dénuement, je ne montre pas mon corps. Aujourd'hui, se mettre en maillot 2 pièces, c'est un problème. Et quand on va le porter, il va y avoir quelque chose qui fait que on est sur la défensive. Il n'y a pas quelque chose de naturel, on ne s'habille pas naturellement. Alors dans la rue, je vais le ressentir aussi. J'ai le privilège d'avoir les cheveux blancs qui fait qu'on me prend souvent pour une étrangère. Et donc là, tout de suite, je vais avoir un regard bienveillant, comme si c'était normal en tant que étrangère. Et dès que je parle en arabe, ça va être dans le tram, ça va être dans le taxi, ça va être dans la... Et ce regard bienveillant va tout de suite devenir réprobateur. On va se sentir, non, en tant que Marocaine, c'est pas comme ça qu'on s'habille. Alors, je m'habille pas avec des mini-jupes, hein, je m'habille tout ce qu'il y a de... Mais le vêtement devient une question, et devient une question qui va au-delà de juste le combat de ne pas tomber dans cette neutralité. C'est comment est-ce que je continue à m'habiller sans être
dans la réactivité, sans être dans la provocation, en continuant à m'habiller comme j'ai envie de m'habiller et pas comment j'ai envie de dire aux autres je prends la liberté de m'habiller comme je veux. Et c'est cette nuance, c'est cette vigilance qu'il faut avoir qui fait que même s'habiller devient entre guillemets un acte militant. Ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose de personnel. C'est pas, alors comment faire pour se situer entre un message et puis la liberté de s'habiller comme on veut, quoi, ça va, enfin, ce n'est qu'un vêtement, mais c'est aussi le vêtement. Donc là il me semble qu'il y a voilà, des choses qui appellent à voilà, une réflexion qui est peut-être plus profonde que est-ce que je me mets en jupe ou en pantalon. Dans la vie sociale aussi, quand on est invité dans des soirées, alors déjà quand on est invité et que je vais dire ah ben mon mari n'est pas là, ah ben tant pis, ah ben oui d'accord, ben tant pis, oui. Ou alors, voilà. Ou alors quand il n'est pas là, on va se sentir obligé de me sortir parce que la pauvre chose sans son mari n'existe pas. Donc voilà, donc ça c'est toujours des choses un peu, voilà. Et quand on va sortir, même dans les milieux les plus ouverts, eh bien, les femmes s'excluent d'elles-mêmes des hommes, elles ont envie de rester entre elles. Et tout de suite, même si on ne se connaît pas, on est tout de suite dans une conversation, mais dans une intimité forcée, parce qu'on va parler de nos enfants. Ben, je suis désolée, moi, la vie privée de mes enfants, elle ne regarde personne, elle ne me regarde même pas moi, donc je n'ai même pas à en parler publiquement à des gens qui ne les connaissent pas. J'ai pas envie de parler de mon mari, j'ai pas envie de parler, enfin voilà. Et je vais moi-même m'exclure du cercle des femmes pour aller chez les hommes, non pas que ce soit plus intéressant, mais ça sera déjà moins intime. On sera sur des questions d'ordre général. Et je n'ai pas envie d'être toujours ramenée à l'intérieur de mon corps et à des choses qui me sont personnelles sous prétexte que nous sommes des femmes. Et ça, c'est quelque chose, plus j'avance dans le temps, alors j'ai tout vécu, je veux dire de la grossesse, à la première dent des enfants, la ménopause, la libido des hommes par rapport à la nôtre, voilà. Et je suis toujours très gênée parce qu'on est en train de parler de choses, enfin je veux dire, je vois le mari de la personne en question que j'ai jamais croisé, j'en connais plein sur lui, enfin ça n'a pas de sens. Et les femmes, alors qu'on est très dans l'intimité, dans tout caché, il y a une sorte de surexposition de ce que je considère comme étant intime et propre à soi, et dont on peut parler, mais pas on choisit avec qui on en parle. Ce n'est pas des questions de femmes, c'est une question personnelle à qui j'ai envie que je partagerai de façon personnelle, par rapport à une question de genre. Et donc il y a sur ça, c'est des choses qui surprennent beaucoup les femmes, qui considèrent, qui me disent toujours oh ben, elles préfèrent être avec les hommes, et c'est pas du tout que je préfère être avec les hommes ou avec les femmes, je ne fais pas cette démarcation quand je suis dans le social particulièrement, mais ça va me gêner parce que voilà, on me met dans, enfin j'ai pas envie de parler de ça, je suis pas sortie pour parler de ça avec des gens que, voilà. Donc c'est toujours ces territoires de l'intime, du public, du privé, de ce qu'on partage, de ce qu'on ne partage pas, voilà, il y a des raccourcis qui sont faits parce qu'on est des femmes et qui m'interrogent par rapport à la société. Alors il y a autre chose qui est beaucoup plus personnelle là, mais qui est encore liée au social, hommes et femmes. Alors les traditions font que normalement les femmes n'assistent pas aux enterrements. Alors moi je viens dans ma famille, que ce soit mes paternels ou maternels, ce sont des gens qui sont assez traditionnels, ils sont très émancipés d'apparence, hein, voilà, mais en même temps très conservateurs sur un certain nombre de choses, notamment sur les rites et sur ces choses-là. Et il se trouve que quand j'ai perdu mon père, j'ai voulu aller l'enterrer. Je n'ai avisé personne, c'est-à-dire que j'ai informé au dernier moment. Ma mère était au courant, ça je lui avais dit depuis des années que de toute manière on ne m'interdirait pas l'accès, même si ça ne se faisait pas. Alors maintenant, les femmes assistent de plus en plus, mais elles sont souvent soit à l'écart, mais elles n'opéreront pas les rituels. Et là, non seulement j'y suis allée, mais j'y suis allée au premier rang, j'ai accompagné le corps dans l'ambulance et je l'ai enterré, j'étais au premier rang et j'ai été active. Et à la fin des funérailles, il y a un groupe de militants, droits de l'homme, militants aussi dans les mouvements, voilà, qui sont venus me voir pour me présenter leurs condoléances et en même temps pour me féliciter, en me disant c'est vraiment génial ce que tu as fait pour l'avancée de la condition de la femme, c'est important que des femmes... Je lui dis non, j'ai juste enterré mon père.
Je n'ai pas à être enfermée dans un... Voilà, il n'y avait rien de militant, il n'y avait rien de... Voilà, c'est juste, j'ai enterré mon père. Et j'ai été très... voilà, c'était un moment où les gens voulaient être délicats. Mais c'était tellement indélicat de ne pas voir le rapport de la vie et la mort et de voir encore le rôle que l'on peut avoir et comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on représente à travers tout ce qu'on fait, même dans des moments comme ça. Et je ne l'ai pas fait par provocation, je l'ai fait pour rien du tout, je voulais accompagner mon père. Je pense aussi pour avoir assisté à des enterrements d'amis que c'est ce qui permet aussi d'éviter l'hystérie. Ça permet, voilà, dans cet accompagnement, si les femmes pleurent comme elles font et qu'on considère que ce sont des âmes sensibles, c'est aussi parce qu'elles n'ont jamais été à un enterrement et qu'elles n'ont pas accompli, qu'elles ne voient pas la mort s'accomplir et qui fait qu'après, on peut avoir une relation à ça peut-être plus apaisée, disons, moins dans ce sentiment qu'on nous vole le corps et que le corps part de la maison et que la personne part sans réellement se représenter la mort telle qu'elle est, si ce n'est un cadavre qui sort. Et donc il y a quelque chose d'inaccompli, même si les femmes après iront au cimetière, mais je pense que la mise en terre est quelque chose d'important. Donc dans cette infantilisation des femmes qui seraient trop sensibles, les pauvres, pour pouvoir assister à ça, voilà, il y a quelque chose qui, dans l'avancée du rapport à la vie et la mort, pour les femmes qui donnent la vie, soi-disant, puisqu'on est dans cette surmaternisation, bah, peut-être que ça serait bien de concevoir la mort aussi dans sa continuité. Donc, d'une façon plus spirituelle, plus philosophique, plus existentielle, bah, peut-être que ces questions-là mériteraient d'être voilà, vues autrement que l'évolution de la condition féminine, dont je vous assure qu'à ce moment-là, je me contrefoutais, quoi. Je veux dire, ce n'était pas du tout ma préoccupation. Alors, en tant que femme mère aussi, puisque je suis mère, c'est au sein de la cellule familiale, ça a aussi été quelque chose qui a été une forme de, pas de combat, mais de vigilance. Alors, je suis mariée à un Marocain, et nous avions tous les deux cette volonté d'élever nos enfants, nous avons une fille et un garçon, sans qu'il y ait de hiérarchisation de genre, première chose. Et deuxième chose, sans que l'un et l'autre ne s'inscrivent dans les connotations qui sont liées à leur sexe. C'est-à-dire que la fille soit fragile, sensible, voilà, et que le garçon soit dans une virilité non négociable. Et donc si on avait envie de pleurer, on pleurait, si on avait envie de gueuler, on gueulait, enfin voilà, qu'on est dans cette liberté-là. Maintenant, ça nous a amené à, évidemment, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de choses à devoir dénaturer, des choses qui semblent évidentes qui ne le sont pas, d'autant plus qu'on est confronté à une société. Et que là encore, c'est comment est-ce qu'on négocie quand on a 3 ans, quand on a 5 ans, quand on a 13 ans, quand on a 18 ans, quand on a 25 ans, ce rapport à cette société-là qui commence par les parents. Donc il y a eu quelque chose qui nous a tous fait grandir par rapport à ça, et on était non pas en négociation permanente dans une question du vivre ensemble, la question n'était pas comment est-ce qu'on se respecte tous, mais comment est-ce que chacun se respecte en étant ce qu'il a envie d'être. Et ça a été une belle aventure pour moi, à la fois individuelle, à la fois en tant que parent, à la fois avec chacun des enfants, avec voilà, c'est quelque chose qui en plus se poursuit, puisque ce sont après des rapports que nous continuons à construire, mais pas juste c'est pas que le rôle de l'éducation, c'est comment on fait pour continuer à compter pour l'autre, pas uniquement parce qu'on a un rapport sur un livret de famille, mais parce qu'on a encore des choses à se dire. Donc il y avait quelque chose dans ce que nous sommes qui avait besoin d'être défini de façon individuelle et qui peut après nous ramener à avoir du plaisir à être ensemble. Mais c'est vraiment aussi, là aussi, une question de vigilance importante. Et sur un plan plus individuel aussi, cette façon de pouvoir évidemment dire j'ai une vie hors de mon couple et hors de mon rôle de mère, et de bien souligner aussi que je n'étais pas d'abord mère et épouse, mais entre autres mère et épouse. Ça c'était très compliqué, pas uniquement avec eux, mais aussi pour moi, parce que j'avais une forme de culpabilité au départ par rapport à ça, en me disant je déconne peut-être un petit peu là, parce que voilà, même si on est vigilant, on est quand même imbibé de stéréotypes. Et en même temps, dans cette façon de dire oui, de toute manière, vous avez votre vie, mais j'ai aussi la mienne, bah, il faut se l'accorder, cette vie. Ne pas l'arracher. Et ne pas avoir le sentiment de l'arracher, surtout que eux disaient oui, d'accord.
Mais c'est moi qui avais cette culpabilité intérieure. Donc, tout à l'heure, quand je disais, je combats aussi avec, voilà, je fais partie aussi de cette cible, c'était surprenant pour moi de constater que dans le fond, j'avais quand même aussi besoin de m'en convaincre, quoi. Bon, maintenant c'est acquis, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'était pas une évidence, voilà, c'était pas quelque chose qui était là. Bon, alors maintenant dans le cadre professionnel, et je terminerai là-dessus, dans la vie professionnelle, ça va aussi de l'anecdotique à des choses qu'on va considérer plus importantes, mais moi je ne considère pas qu'il y ait une hiérarchie dans ça. Mais d'abord, je dois préciser que je ne suis pas pour les quotas. Parce que souvent, quand on est dans le quota, on va se dire, on ne sait jamais si on a été promu parce qu'on est femme ou parce que voilà, ou si c'est parce qu'on a des compétences, et que très souvent, de toute manière, cette question de regard qui est posé sur l'un et l'autre n'est pas encore du tout, n'est pas un regard vierge. C'est-à-dire qu'on ne juge pas la femme et l'homme de la même façon sur les considérations professionnelles. Et dans nos sociétés, le rapport à la femme reste encore très particulier, quoi. Je veux dire, quand j'ai une réunion un samedi matin, on va me dire, ah, bah, c'est super, tu as laissé tes enfants, ou alors les enfants sont restés avec qui? Oui, bah attends, t'es un mec, oui, mais t'es père aussi, toi les enfants sont restés avec qui? Comme si c'était pas une question. Ou quand vous allez dire je suis dans l'enseignement, on va vous dire, bah, c'est génial, ouais, en tant que femme c'est génial, tu peux t'occuper des enfants, ce qu'on ne dira jamais à un homme, on ne dira jamais c'est génial que tu sois dans l'enseignement, ça te libère du temps pour tes enfants. Et donc c'est plein de remarques comme ça. C'est quand on est dans une réunion où on va dire, bah, par galanterie on va laisser la parole aux femmes. Non, il n'y a pas de galanterie, on est autour de la table. D'abord, c'est pas toi qui me donnes la parole, je la prends comme tu la prends. Et les premières à réagir quand je vais dire ça, c'est les femmes en disant, bah, s'il ne nous reste plus la galanterie, il ne nous reste plus rien. Ben non, justement, on commencera à discuter quand il n'y aura plus de galanterie. Donc c'est pour ça que cette question des quotas, cette question du rapport au temps libre, qui pour les femmes est évidemment celui des enfants et pour les hommes celui de la recherche, bien évidemment, fait que de toute manière, on ne voit pas les choses du tout de la même manière. Donc c'est pas en mettant 50% de femmes ou d'hommes que ça changera. Et les enfants sont habitués à avoir des médecins femmes et à avoir le corps enseignant qui est principalement féminin, et ça ne change pas, ça ne fait pas évoluer les mentalités. Donc je ne pense pas que les questions de quotas, je suis pour bien évidemment, mais de façon égale, mais pour une question de compétence et pas une question de genre. Donc c'est pour ça que je suis viscéralement contre les quotas. On m'a souvent proposé des choses en me disant, de toute manière, toi, en tant que femme, tu l'auras, parce qu'en ce moment, ben oui, ben non, c'est non. Parce que bon, c'est vrai que tout ce qui est promotion, etc., ne m'intéresse pas, je n'ai pas quitté l'institution financière bancaire dans laquelle j'étais pour me retrouver là-dedans, mais en même temps, c'est cette manière de évidence, parce que tu es une femme, comme si les compétences n'étaient pas importantes, qui me gênent dans cet enfermement professionnel et que nous vivons au quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose qui est là et qui peut participer, voilà, qui peut paraître secondaire, mais qui est réel. Alors, dans le cadre de mes enseignements, c'est pas plus sérieux, mais nous avons l'année qui démarre avec le bizutage. Et l'un des rites, alors il se trouve que j'ai des étudiants de première année. J'enseigne dans le cadre d'un atelier d'architecture. Et donc avec les étudiants de première année, ils passent par le bizutage, et l'un des rites de passage, c'est pour les garçons de se faire raser les cheveux. Ce qui est quelque chose qui, moi, me choque toujours beaucoup. Pourquoi? Parce que les filles, on ne les touche pas, on ne touche pas leurs cheveux, et qu'il y a certains garçons qui ont les cheveux longs, et que pour moi, c'est une manière de toucher au corps. Alors d'abord, il faudrait juste qu'on m'explique si les filles, si on leur coupait les cheveux, est-ce que ça ne pousse pas après? Enfin bon, voilà, quel est le... Est-ce que les cheveux sont moins importants quand c'est ceux des garçons que ceux des filles? Et il y a donc une manière d'avoir un rapport au corps qui est sexuel. C'est-à-dire que c'est pas grave si c'est les garçons, mais j'en arrive à discuter avec les étudiants là-dessus. Je ne fais pas de militantisme avec les étudiants, nous en discutons librement, mais où j'évoque la question en leur disant, mais vous ne pouvez pas dire j'ai le droit de couper les cheveux des garçons, parce que c'est les étudiants de deuxième année ou troisième année qui font ça, l'administration est hors jeu et les profs aussi, puisque tout ça est bon enfant, il n'y a pas de... Voilà, moi, et je suis la seule à qui ça pose des questions, ça fait rire tout le monde hein, quand je dis ça. Mais quand je dis aux étudiants, mais écoutez, on ne peut pas considérer qu'il y a
il y a une différence entre les filles et les garçons quand on va couper les cheveux, et, et après ne pas se rendre compte que c'est presque inconscient, qu'on considère que c'est normal, qu'on puisse harceler visuellement les filles dans la rue après. Je veux dire, c'est exactement de la même nature. Évidemment, c'est pas de la même nature dans le sens... c'est-à-dire que c'est de la même nature dans le sens où on regarde le corps de l'autre par rapport à son genre. Une fille, on la drague, un garçon, on lui coupe les cheveux. Il y a quelque chose dans la démarcation. Normalement, les garçons et les filles rentrent ensemble. On pourrait avoir des rites pour le bizutage, mais qui soient les mêmes pour les filles et les garçons. Pourquoi passer par quelque chose qui touche au corps en plus et qui me semble de l'ordre de l'interdit, surtout avec l'obsession du corps et l'obsession de la diabolisation des corps et du reste. Il y a quelque chose qui me gêne dans ça. Et si les étudiants sur le coup sont d'accord, ils sont d'accord pour quelques minutes, alors je dis bien quelques minutes, parce que l'année suivante, c'est eux qui feront des opérations de bizutage sur les garçons. Donc j'ai aucune prétention à pouvoir faire avancer les choses, mais ça m'amuse toujours. Et quand j'en parle avec les uns et les autres, avec tout le monde, on me dit, mais c'est pas grave, je t'en prie, ça repoussera. Oui, mais si on faisait ça aux filles, comment est-ce qu'on le ressentirait? Et pourquoi passer par quelque chose qui est de l'ordre du corps? Puis vous avez des garçons qui ont des cheveux jusque-là, quoi. Je veux dire, c'est quand même une transformation de son image et de ce qu'il est. Alors, par rapport à l'enseignement aussi, par rapport à la question de la créativité. Parce que, voilà, quand on va commencer à travailler, on sent dans le processus créatif, dans la façon dont il va se mettre en place, dont ça va être exprimé, que les filles vont plutôt axer leur discours sur tout ce qui est sensible, émotion, voilà, tout ce monde intérieur. Les garçons vont être plus pragmatiques tout de suite, voilà, comme si... en même temps, les filles vont être plus à l'aise dans des espaces privés que dans des espaces intérieurs qu'à l'extérieur, parce que les filles sont très mal à l'aise dans la rue, dans l'espace public, alors que les garçons seront plus à l'aise. En même temps, quand on va discuter des choses voilà, de l'aménagement, ben, tout ce qui est domestique, le placard, les machins, les cuisines, bon ça va, quoi, je veux dire, c'est pas une préoccupation pour les garçons, alors que les filles en seront au petit napperon à mettre sur les étagères. Et donc tout le travail consiste à d'abord leur dire, quand on est architecte, on travaille dans la rue, hein, c'est l'espace premier, notre matière première, c'est l'espace public. Donc il n'y a pas de question de genre par rapport à ça, c'est pas parce que je suis une fille, parce que je suis un garçon. Quand je fais de l'architecture, je produis un espace de vie qui doit être irrigué à la fois par de l'émotion, par du sensible, par enfin voilà, des données autant que par des questions très pragmatiques hein, sur la façon dont, sur le programme et la façon dont ça doit tenir, et que la créativité sera d'autant plus riche qu'on écoutera à l'intérieur de soi ces différentes facettes qui sont les nôtres et qu'on les développera même si on est dans une société où les garçons ont plutôt tendance à taire par peur de paraître efféminés, leur côté sensible, et puis les filles auront tendance à vouloir ne pas montrer aussi ce côté un peu trop rationnel. Et c'est très intéressant parce qu'au fil du temps, quand aussi au niveau de l'atelier, il y a une dynamique de groupe qui s'est mise en place, qu'on est moins gêné par l'autre, que voilà... il y a une sorte d'intimité, entre guillemets, qui se met en place, et bien c'est vrai que c'est assez, c'est toujours pour moi en tant qu'enseignante, mais assez émouvant de voir comment est-ce que, eh bien il y a quelque chose de l'ordre de la créativité qui n'effacera pas les personnalités, la singularité de chacun, mais qui permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus riche au sein de l'atelier, parce que l'échange se fera, même si handicap il y a. Bon, pour les garçons, aller visiter la cuisine, c'est des fois, voilà, on s'amusera de ça, mais on se détachera des casseroles et des petites cuillères pour comprendre que, en fait, c'est un exercice pour comprendre comment fonctionne l'espace, que ça va plus loin. Et donc, de dépasser l'image des choses, la représentation qu'on se fait des choses, pour être plus présent à soi-même et être en capacité de représenter ce qui vient à nous au sein de la créativité. Et cette créativité est tellement plus riche et tellement plus intéressante, et eux-mêmes se sentent, enfin voilà, se découvrent aussi, parce qu'il ne s'agit pas d'aller mettre de choses nouvelles, c'est des parties d'eux-mêmes qui s'expriment et qui sont très heureux de voir s'exprimer. Alors je terminerai par une autre intervention dans le cadre de mes enseignements que je fais. J'interviens aussi avec des étudiants qui viennent dans le cadre d'échanges, des étudiants américains qui viennent dans le cadre d'échanges
bon, soit par des projets type Amédis, soit des fois des choses comme ça, quoi, ou dans des centres culturels avec qui, donc ils viennent ici pour quelques mois. Et j'interviens avec eux essentiellement sur la question de l'espace public. Et plus particulièrement, on en vient à parler de la question de la mixité, qui conduit très rapidement dans nos sociétés à la question du voile, bien évidemment. Et donc, ben là, il s'agit de déconstruire le regard, d'abord de se rendre compte qu'il n'y a pas un voile, mais des voiles, qu'il y a autant de voiles, voile social, voile identitaire, voile religieux, voile fashion, voile tout ce que vous voulez, que derrière, il y a autant de voiles que de façons de se comporter. Que les femmes qui ne sont pas voilées ne sont pas plus, entre guillemets, occidentalisées. Certaines ne le portent pas parce qu'elles ne se sentent pas assez pures pour le porter, d'autres n'ont pas envie de le porter, d'autres... Voilà, chacune... Donc, voir la société comme ça, c'est pas très simple. Et puis les garçons ne portant pas de voile, ben, ça fait 50% de la population où on ne voit pas. Comment est-ce on n'aurait pas d'a priori, entre guillemets, identitaire à ce niveau-là. Donc cette question de la mixité dans l'espace public, où on verrait le voile comme juste une question qui neutralise les rapports de mixité, mais c'est peut-être un peu plus compliqué. Et à partir de là, je m'inscris avec eux dans une dimension plus interculturelle, qui est celle de se dire, oui, quand on parle de l'espace public dans les pays musulmans, on se dit tout de suite, oh, c'est problématique, les relations filles et garçons, comme si ailleurs c'était très clair. Ben, quand on voit comment la définition, ne serait-ce que du harcèlement sexuel, a évolué de l'agression physique violente à une suspicion d'intention, eh bien, on voit bien qu'après des millénaires où on a vécu ensemble, voilà, entre femmes et hommes, ben on n'arrive toujours pas à gérer ces rapports-là, et qu'ailleurs ça sera le droit, et qu'ici ça sera un morceau de tissu ou autre chose. Mais il y a quelque chose d'universel dans ces questionnements-là. Alors aujourd'hui d'autant plus que voilà, on est dans tous les scandales qui irriguent la presse, mais il y a quand même une vraie question là-dessus, et qu'il ne s'agit pas de s'arrêter juste à la question de la mixité dans les pays musulmans, mais vraiment sur la question de ce rapport à l'autre, mais aussi l'homophobie, mais aussi la reconnaissance des différentes identités sexuelles, et qu'il faut dépasser. Juste, quand on appelle mixité, il ne s'agit pas uniquement de l'homme et de la femme. Et c'est vraiment intéressant parce que ça se fait un peu comme les étudiants pour la créativité, hein, j'arrive pas avec un discours tout fait, mais c'est comment est-ce que ça se déconstruit petit à petit, et comment est-ce qu'on parle plus du tout du voile, parce que ce soit le voile ou l'évolution du droit, il est juste révélateur d'un certain nombre de questions que nous n'avons toujours pas réglées, ou que quand nous l'avons réglé, nous l'avons juste neutralisé ou adouci, et j'en veux pour preuve tous les scandales qu'il y a actuellement. Alors voilà un peu, j'ai peut-être été un peu long, mais voilà un peu comment est-ce que il me semble important de, voilà comment j'agis au quotidien, comment est-ce que j'ai pas de théorie, j'ai pas quelque chose de préétabli, mais comment est-ce que dans ma réflexion tout est irrigué par les différentes parties de ce qui compose mon quotidien, de prendre le tram jusqu'à enseigner, jusqu'à écrire, jusqu'à être avec mon mari, ou jusqu'à voilà, ou dans ces rapports-là, et comment est-ce que tout ça, voilà, toutes ces petites choses alimentent une réflexion qui sont plus globales. Je pense qu'il est extrêmement important qu'on se rende compte chacun de la responsabilité qu'on peut avoir. Les femmes, les premières, je ne veux pas dire que les autres ne sont pas concernées, mais c'est-à-dire que les femmes ne sont pas passent leur temps à rendre la société responsable de tous leurs maux. C'est la société dans laquelle on vit, la société qui n'est pas prête, les hommes qui ne veulent pas, mais voilà, elles sont toutes aussi instigatrices de tout ça, et qu'il ne s'agit pas aussi, dans le regard qu'on peut porter sur ces sociétés-là, de rattacher l'évolution qui est la nôtre à l'inertie des valeurs des conservateurs. Hein. C'est pas ça du tout. Je pense que c'est beaucoup plus complexe à voir. Alors voilà comment je me bats et pourquoi je me bats. Et surtout pour ne pas être enfermée à cette condition de femme qui, dans nos sociétés, nous ramène souvent à être une femelle plus que face à des mâles, plus qu'être un être, à part voilà, un être humain tout simplement, par laquelle, une enveloppe par laquelle la vie passe et qui se détachera plus tard. Voilà, je vous remercie beaucoup.